fin janvier, Berlin. Un froid glacial. Le chancelier allemand monte dans un avion gouvernemental. Destination? Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis. Sur le papier, c'est une visite diplomatique assez classique, Mais mais en analysant les sources que nous avons consultées, il y a quelque chose qui cloche. Le voyage est annoncé le 30 janvier, vraiment à la dernière minute. et il n'y a pas cette grande délégation d'industriels, de PDG qui d'habitude accompagnent le chancelier? Non, aucune. Tout semble improvisé, presque précipité. Et c'est précisément ce style qui interpelle. Alors la question qui traverse tous ces documents est simple. Pourquoi ce voyage? Pourquoi cette urgence? Et qu'est-ce que ce silence peut bien cacher? Normalement, un déplacement de ce type dans le Golfe, c'est une opération diplomatique et économique très lourde, préparée des mois à l'avance. Exactement, on s'attend à des objectifs clairs, des messages calibrés, les contrats sont prénégociés, c'est un signal qu'on envoie au marché, aux partenaires. Mais là, c'est tout l'inverse. Ce manque de communication crée un vide. Et en politique, un vide se remplit toujours très vite, souvent de méfiance, de spéculation. Il faut voir le contexte en Allemagne à ce moment-là. Absolument. Tout le monde ne parlait que d'une chose. Est-ce qu'on aura assez de gaz pour passer l'hiver? La politique énergétique n'était plus un sujet d'expert. C'était devenu une angoisse nationale. Une angoisse qui touchait les factures des ménages, la survie des usines, le pouvoir d'achat des retraités. La pression était absolument maximale. Et c'est là qu'on trouve une première pièce du puzzle, un élément qui rend cette précipitation encore plus étrange. Lequel? Juste avant le chancelier, la ministre de l'économie Katharina Reicher était elle aussi dans la région. Mais son voyage à elle était différent. Complètement. Son voyage était tout sauf improvisé. Il était annoncé depuis décembre, bien planifié, et le détail le plus parlant, c'est la composition de sa délégation. Qui y trouvait-on? Des poids lourds comme Siemens Energy et ThyssenKrupp. Et ces noms sont significatifs? Fondamentaux. Siemens Energy, ThyssenKrupp. Attention, ce ne sont pas les grands négociants de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, Ce sont qui alors? ce sont les pionniers et les fers de lance de l'économie de l'hydrogène, l'énergie du futur. L'énergie présentée comme la solution d'avenir, propre, durable. On assiste donc à une communication sur deux niveaux, c'est plus que schizophrène. Attendez, si je comprends bien, d'un côté, on a, la ministre de l'économie qui prépare sereinement l'avenir à long terme en parlant d'hydrogène vert avec les industriels C'est ça. et de l'autre, quelques semaines plus tard, le chancelier qui s'envole, en catastrophe pour une mission qui, de toute évidence, concerne le besoin immédiat et urgent en gaz fossile. Comment ces deux stratégies peuvent-elles coexister? La rhétorique officielle est de présenter le GNL comme une passerelle, non? Exactement, un pont temporaire. L'idée, c'est d'utiliser le gaz le temps que les renouvelables et l'hydrogène soient pleinement opérationnels. Mais c'est une métaphore qui est assez limite. Très limite. La politique industrielle, celle de Siemens, de ThyssenKrupp, elle ne résonne pas en termes de pont temporaire qu'on démonte au bout de 10 ans, Elle résonne comment? en cycle d'investissement de 30, 40 ans, en infrastructures qui coûtent des dizaines de milliards, en planification sur des générations. C'est comme annoncer qu'on construit une passerelle en bois tout en commandant des tonnes de granit pour les fondations d'un pont en pierre juste à côté. Les deux projets n'ont pas la même logique. C'est une excellente analogie. On a une collision frontale entre deux temporalités. Lesquelles? D'un côté, le temps politique qui est court, moralisateur, et qui promet une sortie rapide du fossile, et de l'autre, le temps industriel et physique qui est long, pragmatique, et qui rappelle une réalité toute simple. Laquelle? On a besoin de temps, de garanties, de réserves, et surtout de quantité d'énergie absolument colossale. Et l'hydrogène, ce n'est pas une solution plug and play. On ne peut pas juste appuyer sur un interrupteur. Exactement. Pour produire de l'hydrogène vert en masse, il faut des quantités gigantesques d'électricité renouvelable pour alimenter les électrolyseurs. Il faut tout construire. Les ports, les pipelines, les terminaux de stockage, c'est un projet d'infrastructure aussi vaste que le développement du réseau électrique au XXe siècle. Ça demande du temps. Ça demande du temps, des milliards, et une volonté politique sans faille sur des décennies. L'hydrogène n'est tout simplement pas la réponse à la question comment on chauffe les maisons et on fait tourner les usines en 2026. Donc ce voyage précipité du chancelier, c'est une sorte d'aveu implicite. C'est un aveu
que le pont est peut-être plus long et plus fragile qu'on le dit. Pour bien comprendre ce casse-tête allemand, les sources nous invitent à regarder ce que font les voisins pour voir à quoi ressemble un contrat de GNL dans le monde réel. Oui. Et l'exemple est très parlant. L'exemple cité, c'est celui de la Belgique qui a signé un contrat avec le Qatar. Et là, il y a un chiffre qui saute aux yeux, la durée. Quelle durée? Le contrat belge court jusqu'en 2044. Pardon? 2044? Mais l'objectif officiel de l'Allemagne, qui est inscrit dans la loi, c'est d'atteindre la neutralité climatique totale en 2045. On parle d'un contrat d'énergie fossile qui se termine à peine 12 mois avant la date butoir. Comment c'est même possible? C'est la question à 1 million de dollars. Et pour y répondre, il faut se mettre une seconde à la place du vendeur, le Qatar. D'accord. Un contrat GNL, c'est pas comme acheter du pétrole sur le marché spot, c'est le financement d'un projet industriel pharaonique. C'est un investissement massif. Imaginez, vous êtes le Qatar, vous investissez 30, 40 milliards de dollars pour un nouveau champ gazier, des usines de liquéfaction, une flotte de méthaniers. Vous n'allez pas engager de telles sommes sur la base d'une promesse vague d'un client qui vous dit j'achète, mais peut-être pas pour longtemps. Je n'en aurai plus besoin dans 10 ans pour des raisons morales. Ça marche pas comme ça. C'est fascinant. On pense souvent à la géopolitique comme un jeu d'échecs idéologique, mais là vous décrivez quelque chose de beaucoup plus terre à terre. C'est un investisseur qui veut que son usine soit rentable. C'est de la pure réelle politique économique. Pour le Qatar ou n'importe quel producteur, un engagement sur 20 ou 25 ans, ce n'est pas une option. C'est la condition sine qua non de l'investissement. Ils ont besoin de cette visibilité, surtout dans le contexte actuel. Il ne faut pas oublier le contexte global. L'Allemagne n'est pas seule au monde. Pendant que Berlin hésite qui signe des contrats, La Chine, la Corée du Sud, le Japon, et eux, ils signent pour 25-27 ans sans état d'âme. Donc face à ça, un acheteur comme l'Allemagne qui semble hésiter, qui envoie des signaux contradictoires, c'est pas forcément le client le plus attractif. Le Qatar a le choix. ce qui place le gouvernement allemand dans une situation absolument impossible. S'il refuse un contrat à long terme, il risque de ne pas avoir de gaz. Mais s'il signe un contrat jusqu'en 2046, par exemple, il torpille sa propre politique climatique. C'est un dilemme stratégique majeur. Et ça touche à la crédibilité même de l'Allemagne comme partenaire. Du point de vue de Doha, la question c'est quelle est la valeur de la signature de Berlin? Si un pays promet par la loi d'être neutre en carbone en 2045, comment peut-il s'engager de manière crédible à acheter du gaz fossile en 2044? C'est ce décalage, cette contradiction fondamentale qui rend les négociations si tendues. Et qui explique sans doute le caractère secret et précipité de ce voyage. Il cherche une porte de sortie qui en fait n'existe peut-être pas. Et j'imagine que si le chancelier revenait de ce voyage avec un contrat de 20 ans sous le bras, l'accueil à Berlin ne serait pas exactement unanime. Ce serait un séisme politique. Un tel contrat deviendrait instantanément le centre d'un conflit majeur, pas seulement avec l'opposition, mais au sein même de la coalition au pouvoir. Les sources décrivent bien ce champ de mine. Oui. Pour les Verts, un parti né du mouvement antinucléaire, signer un contrat gazier sur 20 ans serait perçu comme une trahison. Et pour le FDP, les libéraux, Pour le FDP, obsédé par la rigueur budgétaire, ce serait un passif de plusieurs milliards qui engagerait les futurs gouvernements. quant au SPD du chancelier, La principale inquiétude serait l'impact social. Et pendant ce temps, l'opposition CDU en profiterait pour attaquer sur le flanc de la compétitivité et l'AfD agiterait le chiffon rouge de la perte de souveraineté. c'est un piège parfait. Un piège parfait. Et pour beaucoup de citoyens, les articles le soulignent bien, ce scénario a un air de déjà-vu. C'est un schéma qui se répète. Oui, une décision technique complexe est négociée en secret. Elle est ensuite présentée avec un discours moralisateur sur la responsabilité. Elle devient l'objet d'un conflit politique insoluble. Et à la fin, c'est le consommateur qui paie la facture. C'est le consommateur ou la PME qui paye sans toujours comprendre la logique derrière tout ça. Il y a une sorte de fatigue démocratique qui s'installe. Et au milieu de tout ça, il y a cette question des droits de l'homme que le gouvernement allemand affirme vouloir aborder. Est-ce que c'est réaliste quand on est à ce point en position de demandeur? C'est l'autre facette du dilemme. D'un point de vue moral démocratique, c'est attendu de la part de l'Allemagne. Mais d'un point de vue stratégique, c'est extrêmement délicat. Pourquoi? Quand vous êtes en position de faiblesse,
en demande urgente, aborder ce sujet peut être perçu par votre interlocuteur non pas comme un dialogue, mais comme une leçon de morale, voire une ingérence. Ça peut crisper des négociations déjà tendues. Les pays du Golfe sont très pragmatiques. Ils observent les divisions de l'Europe, les messages contradictoires. Un acheteur divisé qui ne sait pas ce qu'il veut est un partenaire compliqué. Ils préféreront toujours un client qui offre de la clarté et la stabilité sur 25 ans. Donc, si on récapitule, on a ce voyage qui ressemble à une mission d'urgence, cette double communication déroutante entre le gaz pour aujourd'hui et l'hydrogène pour un futur lointain. Et ce mur quasi infranchissable du calendrier, ce choc entre des contrats qui doivent être longs et un objectif climatique qui est très court. Finalement, c'est pas tant le voyage le problème. Non, c'est tout ce qu'il révèle sur les contradictions de la politique énergétique allemande. C'est exactement ça, le style du voyage, l'urgence, le silence, l'absence de délégation, c'est le symptôme. La maladie, c'est cette tension non résolue entre les ambitions climatiques et les réalités physiques et économiques. Le vrai signal, c'est le silence. Il suggère que la situation peut être bien plus précaire que ce que le discours officiel ne laisse entendre. Ce qui nous amène à la pensée finale à méditer. Qu'est-ce qu'il faut retenir au-delà des faits bruts de ce voyage? Au-delà du cas allemand, ce que ces sources mettent en lumière, c'est une fracture de plus en plus profonde entre deux mondes. Lesquels? D'un côté, le monde du discours politique fait de visions, de promesses, d'objectifs moraux pour 2045 ou 2050. Et de l'autre, le monde de l'énergie qui est fait de physique, de thermodynamique, de volume, de logistique, de contrats en béton et d'investissements sur des décennies. Et la question, c'est que se passe-t-il lorsque cet écart devient un gouffre? Que se passe-t-il lorsque la politique énergétique devient un labyrinthe technique et moral si complexe que les citoyens n'essaient même plus de comprendre? Quand la réaction n'est plus la colère ou l'adhésion, mais juste une forme d'épuisement, de méfiance diffuse face à des décisions qui impactent pourtant directement leur chauffage, leur emploi, leur avenir, C'est peut-être ça le risque le plus profond. que la complexité et les contradictions finissent par user le lien de confiance entre les gouvernants et les gouvernés sur un sujet aussi vital. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.